TSA trauma dans la littérature scientifique, c'est un point, il faut qu'on en passe par là. Nous, on essaie vraiment d'inscrire les TSA dans les bonnes pratiques et dans la science. Donc on va se référer à des études et c'est l'objet de la présentation. Donc on va regarder un peu la bibliométrie, les expériences traumatiques de l'enfance, et puis TSA trauma, TSA, TSPT et petite conclusion. Alors, il y a un petit temps, voilà. Donc si on regarde l'évolution des publications, elle a vraiment augmenté ces dernières années. On en a eu dans les années 2010, ça a commencé 2010-2015. On a un gars qui s'appelle Cairns, c'est vraiment une des références. Et puis ça n'a cessé d'augmenter jusque dans les années 2000. Alors ça s'arrête en 2022. Et le top 1 des plus cités, c'est Nicolas Kidal. Et là, j'essaye pas, Berge, on va dire, si c'est Berge, parce que... Et on a peu, malheureusement, de publications françaises qui ont été repérées, parce qu'on est vraiment sur la littérature anglo-saxonne, souvent on publie en anglais. Mais finalement, quand on regarde les collaborations, on voit qu'il y a beaucoup de collaborations USA, United Kingdom, les Anglais, mais on a de la Suisse, un peu de Corée, vous voyez, mais finalement, on ne retrouve pas la France. Mais ça va changer, et heureusement que Dr Salmona est là, et grâce à vous, j'espère que la prochaine fois qu'on fera cette diapo, il y aura la France. Et quand on regarde les mots-clés, évidemment, on n'est pas surpris, beaucoup d'interrogations sur trauma, autisme, et Autism Spectrum Disorder, c'est le fameux TSA, trouble du spectre de l'autisme. Donc, je vais dire TSA ou autisme pour autisme, quoi. Et puis pour le trauma, je dirais post-trauma, enfin j'essaierai de trouver un moyen de le dire, parce que trouble du spectre post-traumatique, c'est pas évident. Voilà. Alors, évidemment, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des mécanismes neurobiologiques qui sont très impliqués dans l'autisme et qui vont aussi qui vont aussi impacter le cerveau. C'est ce qu'il en sera question à plusieurs reprises aujourd'hui. Mais juste savoir que c'est vrai que ces abus peuvent modifier le fonctionnement du cerveau et entraîner un certain nombre de troubles psychiques et vont modifier les symptômes de l'autisme aussi. Ça va avoir un impact même sur la présentation de la personne autiste. Et puis on peut avoir bien sûr les syndromes du stress post-traumatique, le trouble du stress post-traumatique. J'ai un problème non plus si ça se coupe très vite. Alors je voulais vous parler des expériences adverses de l'enfance. Bon, on va dire ACE parce que c'est plus facile et c'est moins long à dire. Donc c'est toutes les difficultés que vont rencontrer avant l'âge de 18 ans des personnes, enfin pas toutes les difficultés, mais les événements qui peuvent être en lien avec de la maltraitance, de la négligence ou des difficultés familiales, et qui vont avoir des répercussions non seulement sur la santé psychique, mais aussi sur l'insertion professionnelle, la santé physique. Il peut y avoir vraiment, si on cumule beaucoup de ces événements pendant l'enfance, avant l'âge de 18 ans, on sait qu'il y a un risque pour la santé physique, en termes de diabète, de maladie d'Alzheimer, et même un risque de mort précoce. Donc je ne vous les détaille pas, ça c'est des études qui sont assez connues depuis les années 90 à peu près, et l'auteur qui a vraiment popularisé, en tout cas dans le monde scientifique, cette notion, c'est Felitti. Alors, il y a un petit moment d'inertie, voilà. Alors, est-ce qu'on a plus de ACE chez les TSA? C'était vraiment une des questions qui s'est posée. Et quand on fait une étude, je dirais, une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on va pouler toutes les études sur le sujet, toutes les études qui ont une méthodologie qui a été validée. Donc sur 40 études, on arrive à pouler les nombres de participants, ça donne plus de puissance finalement à l'étude et plus de poids au résultat. Eh bien, on s'aperçoit que pour les TSA, ils ont 2 fois plus de risques d'avoir des ACE, des événements traumatiques dans l'enfance, enfin adverses dans l'enfance, comme les personnes avec handicap. Sur cette étude-là, les deux avaient le plus de chances, enfin 2 fois plus de risques. Et il y en a déjà beaucoup dans la population générale, donc 2 fois plus, ça fait déjà beaucoup. Et puis, quand on regardait dans le détail certains événements adverses, eh bien, on avait du harcèlement, x3, et au sein de la famille, des formes de négligence, le fait d'avoir des troubles psy dans la famille ou de subir des abus, c'était aussi x3. Donc c'est quand même important. On sait maintenant que les personnes TSA sont plus exposées à ces événements. Or, je vous ai dit tout à l'heure, ça a un impact sur la santé physique et psychique des personnes. Donc c'est important. Pourquoi est-ce qu'on veut les repérer? Pourquoi est-ce qu'on veut travailler sur ces ACE? C'est toute la question de la prévention. Et puis, au-delà des ACE, on peut aussi, et on l'a dit, être victime
Donc on appelle, alors le terme en anglais c'est victimization, mais je trouve que ça fait bizarre, victimisation en français, il y a un côté péjoratif, donc plutôt être victime d'abus divers. Et là, pareil, si on fait un pool de 34 études grâce à cette méta-analyse assez bien faite de Trundle, on s'aperçoit que les personnes TSA ont rapporté avoir été victimes, 44% des personnes TSA ont pu rapporter avoir été victimes d'un certain type de violence ou d'abus. Et si je vous ai mis ça, on ne voit pas en détail, mais ça c'est le 44%, et vous voyez la grande variabilité des études. Donc effectivement, vous allez trouver des études où c'est 80%, des études où c'est 10%, mais quand on poule pour avoir plus de puissance, on arrive à peu près à 44%. Ça, c'est des chiffres qui vont évoluer au fur et à mesure qu'on fera des études épidémiologiques sur le sujet. Pour le moment, il n'y a pas de mesures de prévalence en population TSA, qui sont vraiment destinées à ça. Alors, si on regarde en prévalence cumulée, c'est-à-dire qu'on prend toutes les études, on voit que le harcèlement est très représenté, les abus dans l'enfance, les abus sexuels aussi, 40%, ou le cyberharcèlement. Et puis si on regarde différentes formes de harcèlement, enfin d'abus ou de violence, eh bien on peut arriver jusqu'à 84%. Donc c'est vraiment énorme, et notamment les abus sexuels qui sont quand même beaucoup plus représentés par rapport à la population générale. Le harcèlement aussi est très représenté, mais il faut dire qu'il y a un effet de biais, puisque c'est un sujet qui est beaucoup étudié dans l'autisme. Quand on va s'occuper des violences dans l'autisme, on va beaucoup s'occuper de la question du harcèlement. Donc forcément, c'est très très représenté dans les études. Et puis là, ce que j'ai bien aimé, c'est cette méta-analyse, alors sur 4 études seulement, parce qu'elle était assez exigeante au niveau des critères pour rentrer dans son étude. Elle voulait qu'il y ait un diagnostic de TSA. Et elle voulait qu'il y ait une évaluation des ACE façon, je dirais, traditionnelle, c'est-à-dire en reprenant vraiment la méthodologie de c'est quoi un ACE et comment on doit l'évaluer. Donc elle a mis ces doubles contraintes dans ses études, donc elle en a retrouvé 4 à la fin. Et donc ça faisait seulement 734 adultes, à savoir que c'était une majorité de femmes qui ont répondu. Donc ça, c'est quand même un biais quelque part, parce que normalement on est censé avoir 3 à 4 garçons pour une fille dans l'autisme, mais là c'est beaucoup des femmes qui se sont mobilisées autour des réponses. Et là elle retrouvait des violences sexuelles, pareil, surreprésentées, des violences psychologiques ou des violences physiques. Et comparé à la population générale qu'elle avait pris United Kingdom, enfin anglaise, vous voyez que c'est largement beaucoup plus, c'est énorme, c'est 3 fois plus dans certains cas. Donc on a bien, plusieurs études le montrent, une surreprésentation de ces violences, de ces abus chez la population autiste. Alors, un point qui est important, vous avez vu qu'on a défini un certain nombre d'événements adverses, de violences, qui sont classiquement reconnus dans la population générale. Pour les personnes autistes, la question se pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres événements, situations qui feraient traumatisme pour elles? Et ça, c'est Charlotte Moore qui pourra le présenter tout à l'heure, donc je n'en dirai pas plus, un petit moment de teasing. Alors, si on dit qu'il y a plus de risques d'exposition, on a le droit de se dire pourquoi finalement. Est-ce que c'est vraiment les autistes qui s'exposent volontairement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y aurait plus d'événements? Alors il y a plusieurs hypothèses. C'est qu'il y aurait des facteurs de vulnérabilité pour les TSA, et notamment TSA avec TDI pour trouble du développement intellectuel. Retenez-le parce qu'on va pas mal en parler. Donc il y a des problèmes de communication qui vont forcément impacter la verbalisation des expériences. Déjà, on sait que dans les traumas, les gens ont du mal à en parler, donc pour les personnes autistes, ça risque d'être un peu plus dur. Il peut y avoir aussi une compréhension littérale de certaines situations, et ils ne vont pas voir, je dirais, les pièges dans lesquels certains abuseurs vont les faire tomber. La stigmatisation et l'isolement, qui sont aussi des facteurs de risque, puisqu'on est moins entouré et on est moins protégé. La naïveté sociale, et la volonté parfois de se normer, les efforts que font les personnes pour se normer. Donc des fois c'est difficile pour eux de dire déjà je suis autiste, et en plus il y a ça qui dysfonctionne dans ma vie, dans mon milieu familial. Ils ont envie d'être comme les autres. Dans un certain cas, ils se mettent beaucoup de pression, et malheureusement ça va les exposer, ça les rend plus vulnérables. Et puis il y aurait donc moins de facteurs de protection, puisqu'ils ont moins de soutien social. Et n'oublions pas aussi le risque accru d'être hospitalisé, et on sait que les situations d'hospitalisation avec les coercitions, le fait d'être en chambre d'isolement, de subir des traitements ou d'être attaché contre sa volonté, on sait que c'est un pourvoyeur, un gros pourvoyeur de traumatisme. Et ça peut générer une grosse méfiance envers le monde médical.
Et puis, certains enfants vont être très tôt dans des institutions, loin de leur domicile. Là aussi, ça peut les exposer à d'autres facteurs de risque. Et bien sûr, le fait qu'on va, quand un enfant autiste va moins bien, on l'a dit, hein, avec des troubles du comportement, une agitation importante, on va attribuer ces symptômes à l'autisme et on ne va pas penser « Ah ben il a peut-être eu un gros trauma », ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir arrêter et intervenir sur une situation potentiellement traumatisante. Donc il y a un risque de retraumatisation, ça c'est un terme que j'ai appris, c'est dans votre jargon trauma ça, la retraumatisation. Voilà, donc plus de risques, voilà. Vulnérabilité, mais alors, ok il y a plus de risques, mais c'est pas parce qu'on est exposé à des traumatismes qu'on va développer un trouble du stress post-traumatique. Heureusement, comme on l'a dit, on a un mois en gros pour se récupérer, hein, si j'ai bien compris. Voilà, les formateurs, je vais mettre un peu... Non, ça va? Pas trop, non, c'est pas trop ça. Mais bon, ça va y acheter des raccourcis. Alors, est-ce qu'ils ont plus de risques d'être soumis à un trouble du stress post-traumatique? Parce qu'il y a des processus cognitifs liés à la mémoire qui vont les exposer. On a vu l'importance de la mémoire, on le verra tout à l'heure sur le trauma. Les stratégies d'adaptation limitées, la rigidité cognitive, les difficultés de régulation émotionnelle, des ruminations mentales autour des événements, hein, ce qu'on appelle le brooding, où ça revient et ça repasse en boucle avec des pensées très négatives. Des biais intentionnels aussi, envers les stimuli menaçants, hein, c'est ce que je dis souvent en famille, quand il y a un événement négatif qui se passe, souvent ça marque, hein, parce qu'ils vont s'en rappeler beaucoup. Donc des fois c'est très ancré, au-delà du stress post-traumatique. La suppression de la pensée, aussi pour éviter de penser à ces situations, qui n'est pas forcément une bonne stratégie à long terme pour éviter un trauma, un trouble du stress post-traumatique. Le manque de soutien social adapté, et puis, bien sûr, le manque d'accès à des professionnels. On a vu, hein, il faut intervenir tôt, ça, Dr Salmona en reparlera. Il faut intervenir tôt, mais si on n'a pas de professionnels sous la main, ça va être compliqué. Une professionnel formé, et puis, il y aurait peut-être des facteurs neurobiologiques ou épigénétiques qui fait qu'il y aurait peut-être plus de sensibilité à développer un trouble du stress post-traumatique, mais ça, c'est vraiment encore à l'étude. On n'a pas un niveau de preuve suffisant. Grande variabilité sur les chiffres, hein, puisque la prévalence, si on prend une méta-analyse, pareil, c'est toujours les méta-analyses ou les revues de littérature, sur 18 études qui sont venues renforcer d'autres travaux, mais je ne vais pas dans le détail, ça coulait 5000 personnes. Attention, vous voyez, surreprésentation des études chez l'enfant, donc finalement, pas forcément beaucoup de chiffres chez l'adulte. Le trouble du stress post-traumatique allait de 2 à 66%. Donc il y a un énorme écart selon les études et donc ça va dépendre de la méthodologie. Par exemple, des études en ligne qui portaient surtout sur des échantillons féminins, puisque c'est elles qui se mobilisent en ligne, tandis que les études en personne portaient surtout sur des échantillons masculins. Et donc là, on avait des écarts différents, puisqu'on sait, dans la population générale aussi, que les femmes sont plus exposées au trouble du stress post-traumatique. Si on regarde les adultes, 20% au cours de leur vie auront eu un diagnostic de TSPT, une fois qu'ils ont tous les résultats. Par contre, 44% remplissaient les cut-offs, c'est-à-dire quand on évalue le trouble du stress post-traumatique, des fois on utilise des échelles, et des échelles qui permettent de recueillir les symptômes du trouble du stress post-traumatique. Et bien là, 44% des adultes dans cette cohorte avaient suffisamment de symptômes pour correspondre aux critères. Alors, ce n'est pas forcément un diagnostic confirmé, mais ça veut dire qu'ils présentaient beaucoup de symptômes. Et chez l'enfant, 5% au cours de leur vie et 16% remplissaient les cut-offs. Donc, vraiment, donc, si on regarde vraiment le diagnostic lui-même, on se dit, bon, c'est pas si loin, c'est un peu plus, mais c'est pas si loin que les soi-disant neurotypiques. La prévalence était beaucoup plus élevée dans les corps d'autisme, la prévalence des signes. Donc, on peut se poser deux questions. Le diagnostic médical, c'est-à-dire un TPST fait par un médecin, un diagnostic posé était bien inférieur à la présence de signes dans la population testée. Ça veut peut-être dire que les médecins ne font pas ce diagnostic. Et ça nous inquiète, c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Donc les personnes autistes présentent des symptômes liés à un traumatisme, elles sont ni reconnues et donc ni traitées, forcément, puisqu'on ne connaît pas le trouble. L'autre point, c'est peut-être aussi que les échelles, comme il y a beaucoup de symptômes communs entre l'autisme et le trouble du stress post-traumatique, on verra comment et pourquoi, lesquels, peut-être qu'ils dépistent des signes d'autisme et pas forcément des symptômes liés au trouble du stress post-traumatique. Et là, ça me permet d'introduire, hop, le chevauchement des manifestations.
Et c'est ça qui nous pose problème. Et c'est pour ça, parce qu'une rougeole versus un autisme, ok, ça ne pose pas de problème, parce que les rougeoles, c'est précis. Alors que TPST et autisme, ben, il y a quand même des signes communs. Quels sont-ils? Les voilà. Le retrait social peut avoir un évitement relationnel lié au post-trauma par rapport à, bien sûr, les difficultés relationnelles liées au TSA. Là, il y a beaucoup de monde du TSA, je n'ai pas repris les signes. Les comportements répétitifs, le jeu répétitif. On peut voir ça chez les enfants ou les personnes avec en post-trauma. Et bien sûr, les personnes autistiques ont leur routine, aiment bien avoir certaines activités répétitives. Les questions de l'évitement, éviter des stimuli, des lieux, qui provoquent une détresse versus l'évitement du changement chez les personnes autistes. La communication. On peut avoir, dans le cas d'un post-trauma, des personnes mutiques. Et on a aussi des personnes TSA qui n'ont pas un peu de langage. L'hyperactivité sensorielle, ça c'est le gros truc. L'hyperactivité sensorielle, vous le retrouvez dans beaucoup de troubles psy. C'est très peu spécifique de l'autisme, il y en a plus chez les autistes, mais n'oublions pas que c'est assez commun à pas mal de pathologies. Et même nous, on est hypersensible au bruit à partir d'un certain âge. Et là, vous avez vu, au niveau du son, on n'était pas très bien tout à l'heure. Donc, hypersensibilité. Et bien sûr, dans tous les cas, la rigidité cognitive, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, la dysrégulation émotionnelle, de l'agitation, l'hyperactivité, qui ne sont pas spécifiques aux deux troubles, mais qui se retrouvent fréquemment, qui vont venir colorer les tableaux. Donc, ce n'est pas facile pour les cliniciens de s'y retrouver quand il y a tellement de chevauchements de symptômes. Et le problème des chevauchements de symptômes, c'est que pendant longtemps, on s'est dit quand il y a des symptômes communs, nous les autistes, on s'intéressait surtout au fait que ben non, tout ce qui allait dans le sens de c'est des autistes. Et puis les traumas, on va dire les traumas, les équipes traumas disaient ben non, ils s'intéressaient forcément à tout ce qu'il y avait autour du trauma. Et donc ce qu'on avait, c'est une éclipse diagnostique. En fait, il y a un trouble qui vient éclipser l'autre pour tout un tas de raisons, et on appelle ça overshadowing diagnosis. En fait, voilà, bon, j'appelle ça éclipse diagnostique en français. Et là, vous avez un très joli titre d'actualité. Nicolas Demorand, il vient faire son coming out. Enfin, il vient me dire qu'il a un trouble bipolaire. Et il y avait un titre de journal qui disait, il expliquait une expérience où il allait à l'hôpital pour un trouble et on lui a dit, c'est dans votre tête, monsieur. Vous n'avez pas de problème cardiaque. Enfin, je ne sais pas pourquoi il allait, parce que l'article n'était pas payant. Il y avait le titre. Et j'ai trouvé que c'était ça. Et oui, c'est ça le problème. Mais non, c'est dans sa tête, il est juste autiste ou il est juste. C'est votre trauma. Mais non, pourquoi vous penseriez que vous êtes autiste? Vous avez eu un trauma et vous avez plein de trucs horribles dans votre enfance. Là, vos petits flappings, c'est pour vous réguler sensoriellement. Ah oui, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Vous voyez, c'est ça l'équipe diagnostiquée. C'est là-dessus contre ça qu'on lutte. J'ai combien de temps? C'est fini, juste 3 minutes parce que j'ai plein de dire. Le risque, c'est qu'un diagnostic erroné peut exacerber les symptômes du stress post-trauma. Bon, bah écoutez, de toute façon, vous l'aurez le diaporama. On peut avoir des séquelles. Alors, donc, je vais quand même vous donner des points importants. Le basique du différentiel, c'est que la pluridisciplinarité est indispensable et il va falloir qu'on mélange nos équipes. Donc ça, c'est sympa à faire. L'investigation du développement. La clé, c'est quand même d'aller s'intéresser au développement des difficultés chez les personnes. C'est vraiment important. Les références aux critères des ICD, enfin, ouais. Ça, c'est aussi important. Si on a des bons référentiels, on sait de quoi on parle et ça nous structure notre abord du diagnostic. Donc, les référentiels, ils ne sont pas parfaits, mais il faut qu'on les garde. Il faut combiner, bien sûr, tous les outils avec utiliser le FALC. Et là, ça, c'est vraiment la diapo à retenir, c'est y penser. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Ça, c'est le titre d'un article. Donc, il faut y penser et le rechercher. Et puis, il va falloir adapter les interventions. Ça, c'est Anne-Sophie. Et voilà, 3 points pour finir. La prévention des ACE et des situations à risque, ça, c'est Céline Jacob-Gromet qui va vous en parler. Merci, Céline. L'évaluation systématique des événements traumatiques pour assurer un soutien. Et la formation, on est là pour ça. Formation pour adopter une culture du soin de trauma. Ça, c'est pour les équipes TSA. Et pour connaître les impacts et éviter la retraumatisation. Voilà. Merci beaucoup.